diviser, si vous voulez, en deux parties. Il y a la partie qu'on voit ici à gauche, qui est la partie sciences du climat. Moi, je fais partie de l'équipe de simulation et analyse climatique, auquel se joint une équipe de scénario climatique. Et il y a une partie à droite, vraiment, qui étudie plus les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation au changement climatique sur différentes thématiques que vous voyez ici. Donc, l'environnement nordique, la santé, les ressources énergétiques, les écosystèmes et la biodiversité, l'environnement maritime, les ressources forestières, l'environnement bâti, l'agriculture, les ressources hydriques et le tourisme. Et donc, l'idée derrière Ouranos, c'est donc de rassembler dans un lieu les différents intervenants qui étudient donc la climatologie et l'adaptation au changement climatique. Donc, comment on fonctionne, c'est que on a différents projets et on fait donc appel, on travaille conjointement, soit avec des personnes des ministères à Québec, avec des gens des différentes universités, avec différents chercheurs pour étudier certaines thématiques. En tout, ça regroupe, je dirais, peut-être 400 ou 500 chercheurs impliqués, mais au quotidien, à Ouranos, on est plus autour d'une cinquantaine de personnes. Bon. Donc, l'objectif de la présentation ce matin, c'est donc de comprendre la science de base des changements climatiques. C'est un problème qui est très sérieux, qui est très complexe. Et donc, je crois que pour mieux saisir les enjeux, il faut avoir une idée de la science en arrière. Ensuite, je veux vous donner une idée des principaux changements climatiques qui donc se produiront au Québec et de quelques-unes des répercussions sur l'environnement urbain du Saint-Laurent. Donc, le système climatique, qu'est-ce que c'est? On le voit ici, parce que quand on parle de changement climatique, on ne parle pas seulement de changement de température, mais vraiment de changements qui concernent tout l'ensemble du système climatique. Okay? Donc, quand on parle du système climatique, on va parler évidemment de l'atmosphère, de tout ce qui compose l'atmosphère, tout ce qui est la chaleur qui vient du soleil, tout ce qui est la formation des nuages, tout ce qui est le vent, tout ce qui est la composante aussi chimique de l'atmosphère. Donc, ça en fait partie. Également, on va parler des surfaces continentales, donc très importantes parce que c'est là que l'on vit. On va ensuite, évidemment, c'est tout ce qui est l'hydrosphère, tout ce qui concerne l'eau. Okay? Donc, évidemment, les océans, les rivières, mais également les nuages, la pluie et la partie de l'eau également qui est gelée, donc la cryosphère, tout ce qui est la glace marine et bon, également les glaciers, mais aussi simplement le manteau neigeux, la neige en hiver. Et dernière composante du système climatique, c'est tout ce qui est vivant, donc évidemment la faune, la flore. Et tout ce système-là donc est perturbé par l'intervention humaine. Pour que vous compreniez un petit peu plus la différence entre la variabilité du climat et le changement climatique, ce que je vous présente ici, c'est un changement de température, c'est une moyenne sur la Terre en entier. Okay? Donc, on part de 1850, vous voyez ici les années qui défilent, donc de 1850 jusqu'à 2010. Et on voit qu'il n'y a pas deux années pareilles, en fait. Il y a des années plus froides, il y a des années plus chaudes, OK? Et on voit vraiment qu'il y a un signal comme ça qui fluctue d'une année en année. Ce qu'on remarque également, c'est que depuis, je dirais à peu près 1950, en plus de ces variations annuelles-là, il y a un signal, excusez, j'ai cliqué, il y a un signal qui fait qu'il y a une augmentation de la température. Ce qui fait qu'au total, depuis 150 ans, on a augmenté à peu près de, je dirais presque 1 degré, un petit peu moins qu'1 degré. Okay? Et quand, donc, les variations d'année en année ou même de décennie en décennie, c'est une variabilité qui est normale. C'est la nature qui fait ça. Et cette variabilité-là va continuer à se produire même quand il y a un changement climatique. Donc, ce qu'il faut faire pour extraire le signal, il faut commencer par regarder le signal par exemple, sur 10 ans et regarder à plus long terme. Donc, à ce moment-là, on oublie un petit peu les années plus froides, les années plus chaudes, mais on voit vraiment le réchauffement qui est très, très, très marqué dans les dernières décennies. Donc, ça, c'est pour l'idée. Et en fait, le fait qu'il y ait une variabilité annuelle, c'est un argument qui est souvent utilisé par les climato-sceptiques, donc les gens qui ne croient pas au changement climatique. Et ce qu'ils font,
on le voit ici sur la figure, c'est qu'ils vont prendre des moyennes de température sur des périodes très courtes. Et très courtes, quand on parle de climat, on parle de 10 à 15 ans. Et à ce moment-là, on voit quand il y a les lignes bleues successives, qu'il peut même avoir des périodes où la température, elle diminue. Ça, c'est parce que c'est la variabilité naturelle. Mais quand on parle de changement climatique, il faut regarder la tendance à plus long terme, une moyenne, je dirais, d'un minimum à peu près de 30 ans. Le changement climatique, c'est quelque chose qui se manifeste sur une longue période. Okay. Donc, ça, c'est pour la variabilité naturelle. Et également, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que le climat, c'est quelque chose qui se produit sur la Terre en entier. Et donc, à ce moment-là, il faut faire attention aux phénomènes qui sont régionaux. Si on regarde ce que je vous montre ici, okay, c'est la différence par rapport à la normale des températures de cet hiver, donc de décembre à février. Okay? Plus c'est froid, plus c'est bleu, c'est-à-dire que plus c'est froid, c'est plus froid que la normale. Okay? Et quand c'est rouge, c'était plus chaud que la normale. Alors, c'est évident que à l'est de l'Amérique du Nord, on a eu un hiver qui est très froid. Et c'est la même chose, en fait, pour le printemps, pour le mois d'avril. Les mois de mars et avril, en fait, on a eu froid, c'était plus froid que la normale. Mais il ne faut pas oublier que le climat, ça se passe sur la Terre en entier, comme je disais. Et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de regarder ce qui est arrivé sur la Terre au complet pour comprendre le changement climatique. Et donc, vous voyez ici l'Amérique du Nord, où sur la carte précédente, c'était tout bleu, donc c'était froid, OK? Et à ce moment-là, quand on regarde, par exemple, sur la Terre en entier, en fait, les 3 mois ont été plus chauds que la normale, parce que à peu près le seul endroit où qui était froid, c'est près de chez nous. Mais si on regarde ailleurs, si on regarde en Europe, si on regarde en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il a fait très chaud. Donc, quand on veut regarder le signal de changement climatique, il faut regarder sur de grandes régions, principalement sur le globe, et également, il faut regarder un signal sur de longues périodes. Okay. Là, quand on parle de changement climatique, il faut parler d'effet de serre. Okay? Je vais donc vous expliquer brièvement ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient de découvrir du tout. Ça fait à peu près 200 ans qu'on a commencé à comprendre ce qu'est l'effet de serre. Et en fait, donc l'énergie de la Terre, elle provient principalement, vous savez, du Soleil, et donc l'énergie solaire qui va traverser l'atmosphère. C'est comme l'atmosphère est transparente à l'énergie solaire. Donc, à peu près tout ce qui arrive du Soleil, mis à part ce qui est réfléchi par les nuages, par la glace, va se rendre directement à la Terre. La Terre elle-même, comme c'est un corps qui a une certaine chaleur, va réémettre des radiations, mais elle ne les remettra pas dans les mêmes longueurs d'onde que le Soleil. Elle va réémettre dans des longueurs d'onde au niveau de l'infrarouge. Et ce qui se passe, c'est que les gaz qui sont dans l'atmosphère, ils ne sont pas transparents à cette énergie infrarouge-là, ils réagissent, d'accord? Et parce qu'ils réagissent, c'est les petites molécules qui vibrent, ils vont renvoyer une partie de la chaleur vers la Terre. Okay? Et donc, ça, c'est l'effet de serre qui est naturel. Et en fait, on est bien content qu'il y ait cet effet de serre-là, parce que s'il n'y en avait pas, la température normale de la Terre, ce serait en moyenne moins 18 degrés Celsius, alors que la température moyenne avec l'effet de serre, c'est 15 degrés. Autrement dit, sans effet de serre, la Terre serait couverte de glace. Okay? Et l'effet de serre, ce n'est pas quelque chose qui est unique à la Terre. Il y en a également sur la planète Mars, mais très, très faible, à peu près 2 degrés Celsius que ça change. Alors que sur Vénus, c'est un effet de serre qui est très amplifié et qui cause une différence de température d'environ 500 degrés. Okay? Mais là, ce qui se passe présentement avec l'intervention humaine, c'est qu'on modifie les gaz dans l'atmosphère. C'est simplement les principaux gaz qui réagissent avec la radiation, c'est notamment il y a la vapeur d'eau et le CO2. Et plus on augmente le CO2, c'est comme si l'espèce de couvercle qui est causée par l'effet de serre, elle devient de plus en plus épaisse. Il y a de plus en plus d'énergie qui revient vers la Terre, de plus en plus de chaleur, donc on augmente la température. Okay. Donc j'ai parlé un peu du CO2, donc du gaz carbonique, qui est dans l'atmosphère. Et en fait,
Quand on remonte dans le passé, vraiment très loin, on peut, à l'aide de méthodes de dendrochronologie avec des proxys, aller trouver la concentration de CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. C'est ce qu'on voit ici, les lignes en bleu, d'accord? On voit les fluctuations de CO2 dans l'atmosphère. La ligne en rouge par-dessus, en fait, qui n'est pas exactement par-dessus, mais qui est très bien, qui suit très bien les lignes en bleu, c'est la température. Donc, on voit que dans le passé, on remonte ici, on parle d'il y a 800 000 ans, il y a eu des variations de CO2 et de température dans l'atmosphère. C'était des variations naturelles causées par différents phénomènes, donc, entre autres, les paramètres astronomiques, la façon dont on reçoit l'énergie du soleil et tout ça. Donc, des variations dans le climat dans le passé, il y en a eu. Okay? Et donc, le CO2 a oscillé, comme on voit ici, conjointement avec les températures. La différence par rapport aux variations du passé, alors on se retrouve ici. Vous voyez que ici, si on voit les concentrations de CO2, c'était autour de 300, d'accord? Les plus hauts. Maintenant, on avait en fait 400. D'accord? Donc, on a mis du CO2 dans l'atmosphère beaucoup plus que ce qu'il y a eu durant les 800 000 dernières années. OK? Et donc, un certain temps de décalage entre l'augmentation de CO2 et la température, mais donc la température va finir par suivre l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Okay? Et donc, on se retrouve maintenant, OK, avec un monde dans lequel il y a plus de CO2 et donc dans lequel il y a un réchauffement. Et c'est pas quelque chose juste qui s'en vient, c'est quelque chose qui est déjà présent. Okay? Et sur l'acétate que je vous montre ici, ce sont des indicateurs d'un monde plus chaud, donc des choses qui sont déjà observées présentement. Donc, je vais faire le tour avec vous. On voit ici, évidemment, les températures au-dessus des terres, mais également les températures au-dessus des océans. Donc, ce n'est pas juste sur les continents, c'est vraiment partout. Okay? Et également, c'est l'augmentation de la température près de la surface et au-dessus de la surface des océans. Donc, en gros, toutes les températures, elles augmentent. La température de l'air, mais également la température des océans. Okay? Donc, la température de l'océan, elle augmente. La quantité de chaleur dans l'océan, elle augmente aussi. Et ça a des effets évidemment directs sur la glace marine notamment, donc la glace marine qui fond. On le voit notamment en Arctique où année après année, la glace s'amenuise. Et également par expansion thermique, parce que la glace prend moins de place que l'eau. On le voit quand on met des glaçons au congélateur. En fait, le niveau de la mer, il va augmenter. Okay? Simplement par la chaleur, le fait que l'eau soit plus chaude, elle s'expand, d'accord? Et donc, le niveau de la mer, il augmente et c'est déjà mesuré. Au niveau également, il y a d'autres indicateurs comme par exemple les glaciers qui diminuent sur la Terre, la neige qui s'amenuise année après année, le printemps qui est plus actif. Quand on parle de printemps, évidemment, on ne parle pas signe avec le soleil, là, ça ne change pas, mais si on parle des paramètres, par exemple, le moment où les espèces végétales, l'éclosion des espèces végétales, l'adaptation des espèces végétales est déjà présente. Okay. Et également, il y a déjà des migrations des espèces animales qui sont observées. Je vais revenir dessus un petit peu plus loin, vous donnant des exemples concrets pour ce qui est du Québec. Bon, également, autre signal, c'est que le fait que la température dans l'atmosphère, elle augmente, bien, il y a plus d'humidité dans l'air. Okay? Et ça, c'est également déjà observé. Donc, c'est tous des signes qui font dire, oui, il y a un réchauffement. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir que ce réchauffement-là, il est causé par les humains? Okay? Que ce n'est pas justement à cause, par exemple, du soleil ou ce type de paramètres-là. Okay? En fait, je vous ai parlé tout à l'heure de l'effet de serre, okay? Donc de l'espèce de couverture qui faisait en sorte qu'il y avait plus de chaleur qui retournait vers la Terre. On le voit ici. Okay? Mais comme il y a plus de chaleur qui retourne vers la Terre, en fait, la couverture, il y en a moins qui peut retourner vers l'espace. Parce que c'est toujours la même quantité qui arrive du Soleil. S'il en reste plus vers la Terre, ben, il faut qu'il y en ait moins qui partent. Et ça, donc, c'est observé, la stratosphère qui se refroidit. Si c'était un réchauffement observé qui est causé par le Soleil, eh bien, le Soleil, il réchaufferait
toute la couche de l'atmosphère, pas juste ce qui est près de la surface, mais également ce qui est en altitude, alors que là, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est un signal très fort pour dire que c'est un changement qui est dû à cause des modifications aux gaz à effet de serre. Bon, également, suite à ça, il y a d'autres raisons, d'autres indicateurs pour nous expliquer que le réchauffement est causé par les humains. Encore une fois, c'était le soleil, d'accord? Ce qui changerait le plus, ce qui se réchaufferait le plus, c'est le moment où le soleil est présent. Donc, ce seraient les jours qui se réchaufferaient plus et également les étés. Or, ce qui est observé, c'est que les nuits se réchauffent plus rapidement que les jours. Et également, les hivers se réchauffent plus rapidement que les étés. Donc, encore une fois, ça ne peut pas être le soleil. Et il y a également d'autres signaux. Un dernier exemple que je peux vous donner. En fait, le carbone, le CO2, le carbone est combustible fossile, donc il provient du pétrole et tout ça. Ça a un signal isotopique, c'est-à-dire le nombre d'atomes, le nombre de protons et tout ça est très particulier. Donc, on peut noter, on peut détecter le carbone qui provient des combustibles fossiles par rapport à d'autres types de carbone. Okay? Et donc, on le note, on l'analyse donc dans les coraux, dans l'air. On peut vraiment le carbone qui se retrouve en plus et provient directement des combustibles fossiles. Et ça, on peut le voir simplement par la signature de l'atome de carbone qu'on a mesuré. Okay? Donc ça, c'est pour ça qu'on sait que les humains en sont la cause. Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Okay? Là, ce que vous voyez ici, encore une fois, ce sont des années en bas, de 1900 jusqu'en 2100. On part donc, la température pré-industrielle, donc en 1900, on la met à -1 et on fait une moyenne à 0 autour de 2000. Autrement dit, jusqu'à maintenant, il y a eu un changement de température sur la Terre en entier d'à peu près 1 degré. Okay? On est rendu ici, donc, et là, on va regarder vers le futur, OK? Qu'est-ce qui nous attend d'ici la fin du siècle, OK? Eh bien, ce qui nous attend, ça dépend vraiment de ce qu'on va émettre, ce qu'on va envoyer dans l'atmosphère, en fait. Et donc, il y a différents scénarios. C'est comme vous regardez un film, vous pouvez regarder un film joyeux où tout va bien, vous pouvez regarder un film où, bon, vraiment, des fois, il y a des petits ennuis, mais en gros, c'est la vie, il y a des bonnes journées, des mauvaises journées, où vous pouvez vraiment regarder un drame épouvantable, et à ce moment-là, vraiment, tout va mal. Et c'est un peu la même chose au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc 4 différents scénarios, OK, qu'on regarde ici, qui vont donner des changements de température à l'échelle du globe très, très différents. OK? Donc, vous regardez les lignes foncées, OK, qu'on voit ici, les 4 lignes, un scénario très, très optimiste, en fait, dans lequel vraiment on tourne le dos aux énergies fossiles très, très rapidement. Je parle d'ici 10 ans, là, OK? À ce moment-là, va permettre de limiter le changement de température sur la Terre en entier d'à peu près à 2 degrés. OK? Mais c'est un scénario qui est très, très optimiste. Un scénario optimiste ou celui même modérément optimiste, ce sont des scénarios dans lesquels on limite l'utilisation des combustibles fossiles, mais on continue quand même à les utiliser un petit peu le temps de développer la technologie pour se tourner vers des énergies vertes, okay, pour limiter les combustibles fossiles. Okay? Et vous voyez donc 2 scénarios ici. Et le dernier, c'est très peu optimiste et en fait, pour l'instant, c'est la voie que l'on suit. D'accord? C'est un scénario dans lequel simplement il y a de plus en plus d'utilisation des combustibles fossiles, peu importe lesquels, que ce soit les mines de charbon en Chine ou le développement pétrolier au Québec ou partout, simplement qu'on se tourne encore plus vers l'utilisation des carburants fossiles. À ce moment-là, le réchauffement qui nous attend sur le globe, c'est à peu près 5 degrés en moyenne. Et donc, je vais revenir un petit peu donc, sur le réchauffement, en parlant donc encore une fois de projection de changement climatique, et je vais vous montrer 2 cas. À gauche, un scénario très, très optimiste dans lequel on se tourne très rapidement vers les énergies vertes, et à droite, c'est un scénario très peu optimiste. Et donc, on va voir la carte du monde, okay, qu'on voit ici. Okay. Bon, la première chose que je vais vous noter, ici vous voyez l'échelle, donc de moins 2 degrés à, bon, disons, plus 13 degrés jusqu'en 2100. Ça, c'est le changement de température par rapport aux 20 dernières années.
à peu près. Donc, ce qui nous attend de plus par rapport à maintenant. Okay? Bon, premièrement, les choses à remarquer, c'est que les deux cartes sont dans les couleurs chaudes. Okay? Donc, même un scénario très, très optimiste va faire un réchauffement. Okay? Mais le réchauffement est moindre à gauche qu'à droite. Donc, j'ai encerclé ici en bleu où est le Québec. Donc, un réchauffement très, très optimiste, c'est de 1,5 à 2 degrés de plus. Et un réchauffement, un scénario très peu optimiste, un réchauffement supplémentaire de 5 à 7 degrés. Vous remarquerez que le réchauffement est plus prononcé au nord. Okay? Ce qui fait que, en fait, par rapport à la moyenne globale, le changement est plus prononcé chez nous. Okay? Et ça, c'est un effet à cause de la disparition de la glace, la disparition de la neige. Une surface qui est très sombre, par exemple, une forêt de conifères sur lequel il n'y a pas de neige, ça va absorber beaucoup, beaucoup de chaleur et ça va se réchauffer encore plus. Alors que quand il y a de la neige, c'est comme si la neige a réfléchi le soleil, donc ça réchauffe moins. Et donc, on voit ici des réchauffements très différents, mais très prononcés également. Donc, ça, c'est les projections de changement climatique sur le monde. Okay? On est donc parmi les endroits qui sont le plus touchés pour ce qui est du changement de température parce qu'on est très au nord. Mais par contre, on n'est pas nécessairement parmi les endroits les plus vulnérables parce qu'on est quand même un pays riche et on a les moyens de voir venir cela. On a les moyens de se préparer à ce changement-là. Là, c'était donc les températures. Je vais vous montrer un petit peu les précipitations. Donc, précipitations, c'est sous toute forme. C'est la pluie, c'est la neige, d'accord? Et là, c'est la même chose. À gauche, très, très optimiste et à droite, très peu optimiste. Contrairement aux températures qui étaient vraiment un réchauffement partout, là, ça dépend des régions. Okay? C'est peut-être plus facile à voir sur la carte de droite. Ici, on voit vraiment il y a des régions qui vont s'assécher. Et vous pouvez remarquer que ce sont généralement des régions qui ont déjà présentement des problèmes d'approvisionnement en eau. Et donc, ces problèmes-là vont s'accentuer. Pour ce qui est du Québec, si on a un réchauffement qui est moins prononcé, on va avoir généralement une augmentation des précipitations totales, okay? Soit dans 0 ou 10 dans un scénario très, très optimiste. Un scénario très peu optimiste, selon, au nord du Québec, ça atteint entre 20 et 30 et au sud du Québec, entre 10 et 20 Donc, globalement, il va y avoir plus de précipitations au Québec. Okay? Je vais revenir un petit peu là-dessus après, parce que même s'il y a plus de précipitations, il y a un changement en fait au niveau de la façon dont cette précipitation-là se produit, et notamment en été, il peut quand même avoir des problèmes au niveau de l'approvisionnement en eau. Je vais revenir un petit peu par la suite. Donc, si on fait un portrait global des projections de changement climatique qui nous touchent au Québec, okay? Il y a la hausse du niveau de la mer, d'accord, qui est déjà présente et qui va en s'accentuant. Il y a l'augmentation des températures au niveau de la surface où on habite, donc, et également les températures des cours d'eau. Donc, tout ce qui est le fleuve, mais également toutes les rivières, tous les cours d'eau, donc, la température augmente beaucoup. Il y a une modification du cycle hydrologique estival. Et en fait, ce à quoi on s'attend, c'est une augmentation des précipitations sévères. Donc, plus d'orages et en fait des orages plus forts. D'accord? Mais paradoxalement, en fait, moins de petites pluies et donc de plus de périodes de sécheresse. Okay? Et également, autre chose, c'est la diminution de la longueur de l'hiver. Okay? Donc, encore une fois, je ne parle pas des paramètres astronomiques, là, ça va toujours commencer le 21 décembre, mais quand on parle des températures froides, des précipitations sous forme neigeuse, en fait, déjà, on peut dire que l'hiver a diminué d'à peu près 3 semaines depuis une cinquantaine d'années au Québec, et ça va donc s'accentuer encore une fois. Et évidemment, tout ça, ça a des effets sur différents paramètres donc, que je vais vous montrer, notamment sur les glaces, sur le fleuve, sur la biodiversité au Québec, des effets directs sur la santé humaine, sur les cours d'eau et sur les infrastructures. Bon.
Donc, pour les acétates suivantes, j'ai demandé la collaboration de plusieurs collègues qui font partie du réseau Uranos. Donc, ici, je veux remercier Simon Senneville, qui est à l'ICMER à Lucar, à Rimouski, donc, qui m'a fourni des projections de glace sur le fleuve, d'accord? Et en fait, vous voyez simplement, on voit les années en bas, de 1980 jusqu'en 2100. C'est donc le volume de glace. Et vous voyez, il y a des années, ça monte, ça descend, mais globalement, les glaces sur le fleuve sont en train de disparaître. D'accord? Et ce qu'on voit ici, ce sont donc des fractions de couvert de glace sur le fleuve en hiver, donc de décembre à avril. Et vous voyez, quand c'est rouge, en fait, toute cette partie-là, toute la partie donc, en fait, où on habite, il y avait donc jusqu'à 40% de glace sur le fleuve. Et là, ici, la carte que je vous montre, c'est donc c'est même pas à la fin du siècle, parce qu'à la fin du siècle, en fait, il n'y en a plus. C'est en 2041 et 2070, donc autour de 2050, on voit vraiment que le couvert de glace a disparu. Et le couvert de glace avait quand même un effet protecteur sur les berges, sur les rives, en protégeant des tempêtes hivernales, notamment. Okay? Les tempêtes hivernales font beaucoup de dégâts, causent beaucoup d'érosion côtière, et le fait que la glace disparaisse, ben, en fait, on ne protège plus les côtes des tempêtes hivernales. Évidemment, ça a d'autres effets, mais ça, notamment, c'en est un. Une autre chose, c'est au niveau de la biodiversité. Bon, on est un territoire nordique et en fait, le fait qu'on se réchauffe, on va avoir une augmentation de la biodiversité, donc de plus en plus d'espèces animales et végétales sur notre territoire. Okay? Je vais vous donner des exemples. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont des observations. C'est la progression nordique du cardinal rouge au Québec depuis 50 ans. J'ai oublié de préciser, pardon, je vais revenir en arrière, excusez. C'est donc les prochaines acétates sont tirées d'un bouquin remarquable qui vient d'être publié aux presses de l'Université du Québec par Dominique Berthaud et collaborateurs, qui donc étudie les changements climatiques et la biodiversité sur le territoire québécois. Okay. Donc, je reviens aux observations du cardinal. On voit donc en haut à gauche de 1960 à 1969, quand on voyait un cardinal, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et plus les décennies passent, d'accord, plus on voit qu'il étend en fait son habitat vers le nord, et ça, c'est simplement parce que les températures se réchauffent. Okay. Donc, on passe ici d'observation de 0,1% jusqu'à 12%. Bon, un cardinal, c'est bien joli. Je pense que tout le monde est content de voir des cardinaux maintenant. Mais il y a d'autres espèces également qui migrent. Elles ne sont pas toutes les bienvenues. Et donc, vous voyez ici, bon, différentes espèces. Vous retrouvez ici le cardinal. Bon, ici, il y a des urubus, il y a différents conifères, des papillons. Mais je vais attirer votre attention sur la petite souris ici, qui est une petite souris à pattes blanches. Donc, on observe maintenant dans le sud du Québec. Et le problème avec cette petite souris-là, c'est que c'est le vecteur de transmission d'une tique qui est porteuse de la maladie de Lyme, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait donc son apparition sur notre territoire. Okay? Et ce que vous voyez ici, là, cette fois-ci, c'est tiré de travaux faits par l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique, l'effet sur la santé humaine. Et en bleu, vous voyez la ligne ou la limite, si vous voulez, nordique de la maladie de Lyme. Bien, en 2050, on s'attend à ce que, vous voyez, c'est rendu presque au Saguenay. Et ça, c'est parce qu'il fait plus chaud, donc la petite souris, elle peut habiter maintenant sur notre territoire, et avec la souris, en fait, vient donc la maladie de Lyme. Maintenant, sur la santé humaine, les changements climatiques ont d'autres effets. Il y en a quelques-uns ici. Évidemment, il y a les effets directs avec l'augmentation de la température, la diminution, l'augmentation des périodes de sécheresse en été. Il y a les effets directs, les coups de chaleur simplement. Les effets indirects sur le smog. Sur le pollen aussi, le fait que l'été soit plus long, en fait, on s'entend qu'il y a plus de pollen et donc au niveau des allergies, qu'il y ait une augmentation des allergies saisonnières parce que la période, évidemment, va s'étirer. Et également d'autres répercussions au niveau des feux de forêt, notamment avec les températures plus chaudes, avec des périodes de sécheresse accrues en été. Il y a des feux de forêt qui ont évidemment après ça des répercussions au niveau de la santé humaine, au niveau des infrastructures, au niveau de la ressource même.
Donc, pour continuer un petit peu sur la santé humaine, c'est cette fois-ci tiré du site du gouvernement du Québec, données.gouv.qc.ca, au niveau des îlots de chaleur, encore une fois, qui peuvent causer de forts désagréments en période déjà présentement, mais évidemment, avec une augmentation des températures, c'est exacerbé. Et la carte, l'endroit que j'ai choisi, en fait, c'est Berthier et Sorel, parce que souvent, on va identifier les îlots de chaleur. Évidemment, bon, à Montréal, à Québec, à des très grandes villes, mais il y en a aussi dans des villes peut-être plus moins grandes, mais ce n'est pas moins dommageable. Et on voit notamment à Sorel ici que c'est identifié donc comme îlot de chaleur vraiment très chaud, donc problématique déjà présentement, encore une fois avec un effet accentué dans le futur. Donc, un autre exemple que je vais vous donner, c'est au niveau des cours d'eau. D'accord? Et cette fois-ci, ça provient de collègues du Centre d'expertise hydrique. Ce que vous voyez ici, c'est le fleuve, d'accord? Ce sont donc différents bassins versants qu'on voit ici, chacun identifié. Et ce que je vous montre ici, c'est le changement d'hydraulicité pour, cette fois-ci, le printemps, l'hiver, le printemps. Okay? Et à gauche, c'est la direction du changement. Donc, quand il y a un changement, si ça augmente ou ça diminue. Et, bon, c'est ça. Donc, vous voyez ici, et la probabilité à gauche, pardon. En gros, et quand c'est bleu, OK, donc c'est qu'il y a un changement qui est très probable qui va se produire. Et on le voit ici, donc, pour les bassins versants qui sont plus, un petit peu plus au nord. Donc, une augmentation très probable et également un changement qui atteint 9% dans certains bassins versants. Donc, autrement dit, un impact, une augmentation donc des régimes de crue pour le printemps, pour la fin de l'hiver. Okay? Ce n'est pas seulement qu'il y a un déplacement temporel, ce n'est pas juste que ça se produit plus tôt parce que l'hiver est plus court, mais c'est également que ça va être plus fort. Ça, c'est pour donc l'hiver, le printemps. Mais si maintenant on regarde pour la période d'été et d'automne, à ce moment-là, c'est l'effet inverse. Donc, une probable diminution qui atteint presque 15%, là, donc qui dépasse les 10% dans certains bassins versants pour l'été et l'automne. Donc, à ce moment-là, vraiment, on s'attend à une diminution donc, de l'hydraulicité, donc des périodes d'étiage, des périodes de sécheresse qui sont augmentées. Et là, encore une fois, on voit, on ne parle pas de la fin du siècle, là, on parle d'un horizon qui est assez rapproché. D'accord? Donc, un dernier effet que je vais aborder très brièvement, c'est sur les infrastructures. Parce que donc, tous les phénomènes dont je vous ai parlé ont des effets, évidemment, aussi sur le bâti. Au niveau des précipitations intenses en été, le fait que ça arrive très, très rapidement, on a déjà observé des débordements de réseaux pluvieux. Évidemment, ça se conjugue avec le fait que le réseau est vieillissant. Okay? Mais donc, en plus du réseau vieillissant, il y a évidemment l'effet que les précipitations intenses vont augmenter. Donc, on conjugue les deux, donc débordement des réseaux pluviaux. Et évidemment, les débordements peuvent amener donc des inondations des bâtiments et de la chaussée au niveau des précipitations intenses en été. L'effet également qu'il y ait des périodes de sécheresse estivale, ça peut causer des problèmes évidemment au niveau de l'assèchement du sol, notamment pour les endroits qui sont bâtis sur du sol argileux. Et évidemment, la problématique de la prise d'eau, de l'alimentation en eau potable qui peut devenir assez criante. Également, l'autre chose, la hausse des températures hivernales, donc l'hiver diminue, peut-être possiblement une augmentation des précipitations liquides pendant la période froide, ce qui fait le chaud-froid qui peuvent évidemment avoir des conséquences au niveau des infrastructures bâties également. Donc, j'ai presque terminé. Là, ce que je vais vous parler, c'est de l'atténuation des changements climatiques. Cette statistique, elle est en anglais, elle est tirée du dernier rapport du GIEC. En anglais, c'est l'IPCC, qui est un organisme qui est chapeauté par l'ONU, qui, à tous les 5 à 7 ans, je dirais, fait un gros rapport sur, qui est en fait une revue de littérature de tout ce qui a été publié au niveau scientifique. Et cette fois-ci, on parle d'atténuation du changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour éviter les changements qui sont plus problématiques?
Donc, c'est écrit en anglais. Pourquoi je l'ai laissé en anglais? C'est parce que chaque mot est vraiment négocié au niveau du GIEC et que la traduction française, elle n'est pas sortie, mais moi, je vais vous faire ma propre traduction orale. D'accord? Et donc, en fait, ce qu'ils disent dans le premier point, c'est que pour limiter un changement en bas de 2 degrés Celsius, pour ce qui correspond à peu près à 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère d'ici 2100, il faut vraiment avoir des diminutions substantielles, d'accord, de l'émission de gaz à effet de serre, notamment le CO2, d'ici 2050. Et là, on parle de changements majeurs d'ici 2050. Et ce sont donc des choses qui se préparent maintenant parce qu'on ne peut pas changer notre façon d'utiliser l'énergie en criant ciseaux. Okay? La deuxième chose, d'accord, c'est que plus on retarde l'implantation de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc si on retarde d'ici à 2030, bien, à ce moment-là, vraiment, on limite notre rayon d'action, si vous voulez. Si on retarde après 2030, bien, ça commence à être vraiment presque trop tard. On nous reste encore un petit peu de temps, donc il nous reste 15-16 ans pour agir, pour préparer les choses. Il faut que ce soit en place d'ici 2030 si on veut espérer avoir une chance de maintenir la température, le changement de température en dessous de 2 degrés Celsius. Et la dernière chose aussi, c'est qu'en fait, si on réussit à limiter les concentrations de gaz à effet de serre en 450 ou 500 parties par million jusqu'à 2100, en fait, ce ne sera pas un effet bénéfique uniquement que pour le changement climatique, mais également pour tout ce qui est la question de qualité de l'air, de l'énergie, de la sécurité au point de vue de l'approvisionnement en énergie et également des co-bénéfices pour la santé humaine, pour les écosystèmes, pour l'approvisionnement au niveau des ressources. Voilà, alors j'ai terminé. Ce que vous voyez ici, c'est donc mon nom, mon courriel, le site web d'Uranos si vous avez des questions. Et j'ai également mis les ressources, lesquelles en fait vous pouvez avoir de l'information supplémentaire sur les changements climatiques et la biodiversité, sur la classe hydroclimatique du Québec méridional, sur la santé publique et sur les îlots de chaleur urbains. Voilà, alors j'ai terminé. Merci.